Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette interview exclusive du président François Bozizé Yangouvunda, le président de la République centrafricaine, qui, comme vous le savez, a été victime il y a peu d'un coup d'État et qui se trouve actuellement au Cameroun. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir. Alors, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous aujourd'hui, 2 semaines après ce qui convient d'être appelé le coup d'État contre vous à Bangui? Vous savez, en matière de politique, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir vivre des événements de ce genre et pourvu que ce soit des événements qui se produisent dans le cadre normal des choses, mais lorsqu'il s'agit d'un coup de force, d'un coup d'État, c'est quand même déplorable de constater cela. À l'ère que nous, de la mondialisation, l'ère de la démocratie, du droit de l'homme, du respect des institutions du pays. Si c'est à cette époque que nous nous comportons de la sorte, c'est grave. Ouais. Mais Monsieur le Président, vous savez très rapidement que les gens qui nous écoutent vont vous retorquer que vous-même, vous avez pris le pouvoir par un coup de force en 2003. Oui, il y a une différence quand même. Il faut reconnaître qu'à l'époque, la situation était difficile et le pays s'éteignait et c'était des pleurs de toutes parts. Ce n'est pas à comparer avec cette période que nous vivons où nous avions su redresser les choses, remettre les institutions démocratiques en place, redresser le pays au niveau économique. Et pour nous, l'année 2013 était une année au cours de laquelle nous devions déjà, disons, entamer les décollages, s'il faut l'appeler ainsi. D'accord. Ouais. Alors parlons un peu de l'événement en soi, parce que beaucoup d'observateurs, nous-mêmes on ne le cache pas, on a été surpris par la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. Il y a eu un ensemble de décisions après Libreville, vous avez mis un gouvernement d'union nationale, vous avez signé un décret, même si c'était sous la pression pour libérer des prisonniers politiques, on se disait qu'on était en train d'aller vers une normalisation de la vie politique, qu'on apprend un coup d'État et d'une manière aussi facile. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oh, c'était tout simplement la mauvaise foi de l'autre partie, tout simplement. De notre côté, nous faisions confiance à la CEAC, nous faisons confiance à la Mycopax, aux forces de la Mycopax, et toutes les décisions, tant à Djamena qu'à Libreville, nous les avons mis en application, mais malheureusement, le comportement de la Seleka n'était pas celle qui convenait aux décisions qui ont été prises. Nous étions les seuls à respecter les décisions de Djamena comme de Libreville. Les accords de Libreville ont été appliqués, comme vous venez de le dire. Le gouvernement a été dissous, un nouveau Premier ministre de l'opposition a été nommé, le gouvernement a été en place, le conseil de cabinet présidé par le Premier ministre fonctionnait, le conseil des ministres présidé par moi-même fonctionnait, mais qu'est-ce que vous voulez? La Seleka vous reproche par exemple d'avoir donné un gouvernement d'union nationale de façade parce que vous avez placé, ils disent, vos hommes à des postes stratégiques en créant des postes de ministres délégués, dont en fait vous avez donné sans véritablement donner. La composition du gouvernement s'est faite en rapport avec le Premier ministre, qui ne nie pas cela. Il y a des témoins. Il y a des personnes qui faisaient la navette entre moi et le Premier ministre, comme entre moi, le Premier ministre et le médiateur à Brazzaville. Qu'on reconnaisse cela. Quant aux personnalités qu'on aurait mis au poste clé, c'est tout simplement un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas un gouvernement qui appartient à une partie. Nous avons exercé le pouvoir pendant 10 ans. Nous avons des dossiers que nous maîtrisons mieux que ceux qui viennent d'arriver. Il fallait dans des postes clés, qui revenaient pourtant des postes, des départements stratégiques de souveraineté, oui, qui revenaient pourtant au chef de l'État. Mais puisqu'ils exigeaient à tout prix cela, au nom de la paix, le titulaire était de l'opposition, de Seleka, et qu'il fallait quand même un ministre délégué pour le soutenir dans cette affaire. C'est tout. Et le délégué connaissait mieux la maison et pourrait aider le nouveau venu à aller de l'avant.
C'était tout simplement cela, la formule. Ce n'était pas pour s'accaparer de quelque chose. Qu'est-ce que nous avions pris? Nous avions travaillé ensemble. Est-ce que nous avons pris quelque chose? Tout se discutait au Conseil des ministres, comme dans les différentes structures que nous avions mis en place, où le Premier ministre est là, où le ministre Seleka était là, et c'est tout, les décisions se prenaient de manière collégiale. C'est tout, c'est ça, un gouvernement. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, parce qu'on revient là-dessus et puis on va développer plus tard sur les autres aspects, dites-nous comment est-ce si facile de renverser un chef d'État en Centrafrique? Parce que militairement, on n'a pas senti une réelle résistance. On se serait attendu quand même que ça se fasse de manière plus complexe que ce qu'on a eu ce dimanche-là. Mais qu'est-ce que vous voulez, lorsque nous faisons confiance aux structures internationales qui ont été mises en place? Lorsque vous parlez de n'avoir pas respecté les accords, mais qui a franchi la ligne rouge? Il y avait une sorte de zone de confiance au niveau de Damara qui ne devait pas être franchie. Qui ne devrait pas être franchie. Qui a traversé pour atteindre Bangui afin de nous de provoquer le renversement? Une vérité simple. Sans parler de toutes les décisions qui ont été prises au niveau de Djamena d'abord, où les chefs d'État ont décidé que Seleka arrête les hostilités et repartent à la case départ. Et cela a été respecté. Les accords de Libreville ont bien parlé de regroupement, cantonnement et démarrage du DDR. Et cela a été fait, et cela a été respecté. Le Comforce, le général gabonais, a été au pouvoir s'en occuper sur le terrain à plusieurs reprises. Il n'a pas été écouté. Le Premier ministre lui-même a été sur le terrain. Il n'a pas été écouté. Le représentant du médiateur, le président congolais, c'est un général. Il a été aussi sur le terrain. C'est ce jour-là, au lieu qu'on puisse écouter le médiateur, ils ont maintenu les 5 ministres qui l'accompagnaient. Justement. Voilà. Où est la vérité dans cette affaire? C'est simple. C'est parce que c'est un excès de confiance envers les institutions qui ont été mises à place qui nous ont créé du tort. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Président, les rebelles de la Seleka estiment que vous n'avez pas également à votre niveau joué franc jeu au niveau du respect des accords de Libreville. J'ai envie de vous poser la question avec du recul. Est-ce que vous regrettez ces accords-là? Est-ce que quand vous êtes rentré à Bangui, vous vous êtes dit « je me suis fait piéger, j'aurais jamais dû accepter ces accords » ? Vous savez, lorsque sont des accords convenus de commun accord avec des chefs d'État, quand même, c'est ça. Il faudrait bien respecter quelque chose. De notre côté, nous l'avons fait, nous ne reprochons rien. Mais notre excès de confiance envers les structures qui ont été mises en place, chargées de gérer cette crise, la preuve est que c'est sous les yeux de force de la Mycopax que la barrière, la ligne rouge a été franchie. Alors vous revenez là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été lâché par vos pairs de la sous-région? Parce que on peut bien se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réelle intervention, pourquoi est-ce que la force qui était censée faire interposition ne l'a pas faite. Est-ce que vous avez le sentiment que vos pairs vous ont laissé tomber? Laissé tomber, nous avions de bons rapports ensemble. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aurais voulu que vous leur posiez la question. Ce n'est pas à moi de répondre. Oui, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été trahi? Vous les connaissez, vous vous rencontrez depuis plus de 10 ans. Vous avez des relations proches, notamment avec la plupart d'eux. On vous prêtait des relations très proches avec notamment le président Idriss Déby Itno. Est-ce que lui, particulièrement, vous avez le sentiment qu'il vous a lâché? Lâché, c'est difficile de le dire. Trahi peut-être. C'est difficile de le dire, mais toujours est-il que les faits sur le terrain prouvent bien qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Voilà. Alors, est-ce que depuis que les choses se sont passées ainsi, vous avez parlé avec certains d'eux au téléphone? Est-ce que vous avez eu certains de vos homologues de la sous-région au moins au téléphone? Oh, principalement le médiateur. C'était celui qui était le plus intéressé dans l'affaire, le médiateur, qui était d'accord pour que je me rende à Djamena afin de présenter mon point de vue sur la situation. J'ai demandé à notre ambassade à Djamena de faire le nécessaire avant mon arrivée.
Et quelques moments après, il lui a été rapporté que je ne serais pas la bienvenue à N'Djamena. Et c'est ainsi que je suis resté. Sinon, aujourd'hui, je devais me trouver à N'Djamena avec tout le monde. Alors, et vous êtes au Cameroun, vous vous en doutez, je vais vous poser la question. Les relations avec le président camerounais, comment est-ce que ça se passe? Bon, est-ce que vous êtes parlé depuis que vous êtes là? Si, nous sommes retrouvés avant-hier. On m'a reçu pendant plus d'1 heure de temps. Nous avons parlé de tout. Je les remercie pour tout ce que le peuple camerounais, le gouvernement camerounais et lui-même a pu faire à moi-même, à la délégation qui m'accompagne, comme aux ressortissants centrafricains qui se trouvent dans les frontières des 2 pays. Les remercier et tout se déroulait de manière fraternelle et amicale. Et je ne saurais comment le remercier. C'est une occasion de prouver les bonnes relations qui existent entre le Cameroun et la République centrafricaine. D'accord. Donc vous n'avez pas été gêné par le communiqué qui a été publié par le ministère des Relations extérieures du Cameroun dès votre arrivée, en précisant que vous étiez là pour des raisons humanitaires et en transit, un peu comme si vous n'étiez pas totalement la bienvenue ou comme si on était pressé de vous voir partir du Cameroun. Ça vous a pas gêné? Non, c'est une décision souveraine, je ne le critique pas, et qui tient compte de, disons, des dispositions internationales, nationales. Donc l'essentiel est que je sois bien accueilli. Le temps qu'il me faut, je pourrai choisir où aller après avoir réglé le problème d'ordre social. C'est déjà l'essentiel. Alors parlons un peu de la communauté internationale, Monsieur le Président. Comme vous le savez, après le coup d'État, il y a eu des condamnations, notamment l'Union africaine qui a condamné et a suspendu votre pays de ces instances. Il y a eu l'ONU également qui a condamné, mais qui a dit quelque chose au-delà de la condamnation, c'est qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, je voudrais qu'on évoque avec vous, qu'est-ce que ça veut dire un retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine? Vous savez, dans tout pays fonctionne en fonction des dispositions contenues dans la constitution de ce pays. Au cas où nous ne respectons pas cela, c'est que nous rentrons dans la jungle et à partir de là, rien ne pourra être normal. Ce sera l'anarchie, le désordre, le droit de l'homme ne peut plus être respecté, toutes les valeurs soutenues par la communauté internationale ne pourront plus être respectées. Donc pour nous, il faut à tout prix retour à l'ordre constitutionnel. À partir de là, la communauté internationale peut venir en aide à un pays comme la République centrafricaine qui en a besoin. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce que défend l'Union africaine, c'est ce que défendent les Nations Unies. Mais j'ai envie de dire peut-être du bout des lèvres, Monsieur le Président, défendre. On a envie de dire le coup d'État à Bangui, on l'a presque vu venir. Je veux dire, tout le monde semblait sentir qu'il y avait des choses. Cette communauté internationale aurait pu intervenir avant pour empêcher le coup d'État. Est-ce que condamné après, vous n'avez pas l'impression, parce qu'on sait bien qu'il y a eu plusieurs coups d'État qui ont été condamnés, mais après ça n'a pas changé. Après, on a fini par légitimer ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Il y a eu aussi des coups d'État qui ont... Je pense bien que c'était dans une île, si je ne me trompe pas, où l'Union africaine a agi jusqu'à ce que... Oui, même le Mali récemment également. Jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit remis en place. C'est le cas au Mali aussi. Est-ce que vous avez espoir, Monsieur le Président? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous pouvez redevenir le président de la République centrafricaine? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Est-ce le peuple centrafricain me reproche quelque chose? Est-ce que la communauté de l'Afrique centrale me reproche quelque chose? J'ai exercé pendant 10 ans le pouvoir au vu de tout le monde, avec de bonnes relations internationales. La diplomatie fonctionne normalement. Je n'ai pas d'incident particulier avec tous les pays qui m'entourent, qui entourent la République centrafricaine. Alors, mais vous avez eu un incident un peu avec le Cameroun, avec l'affaire du président de la commission de la CEMAC, Antoine Timi. Non, ça c'est une affaire due tout simplement au fonctionnement du service, qui ne rimait pas avec la réalité des choses. Mais est-ce que le président Paul Biya ne vous en a pas voulu? Est-ce qu'il vous a pas... Est-ce que vous vous êtes pas fâché à cause de ça? Non, c'était pas l'occasion. Le président camerounais est un grand sage et il n'est pas celui qui
peut, disons, faire remuer le couteau dans la plaie. Non, non, c'est pas de son... Donc vous êtes prêt à retourner à Bangui si l'opportunité vous est offerte aujourd'hui pour finir vos mandats, votre mandat. C'est ce qui a été prévu dans les accords de Libreville. Mais puisque on avait affaire à la Séléka qui tenait à tout prix renverser le régime, coûte que coûte renverser le régime, il n'a respecté ni les décisions de Djamena, ni les accords de Libreville, jusqu'à violer, franchir la ligne rouge et atteindre Bangui. Qui a tort? Qui a raison? C'est ça qu'il faut dire au cours de la réunion de Djamena aujourd'hui. Vous avez espoir par rapport à cela? Vous espérez qu'il pourrait sortir quelque chose de favorable pour vous de Djamena? La vérité est là. Ils sont là pour traiter les choses pour que ça rime avec la réalité et les textes que nous avions adoptés ensemble. En dehors de cela, nous favorisons la mafia, nous favorisons le désordre, nous favorisons l'anarchie. C'est ça. Pourquoi ça a eu lieu ailleurs et ne pourrait pas se faire en République centrafricaine lorsqu'il s'agit de bandits? Je les qualifie de bandits parce que depuis leur arrivée, c'est le ténèbre. On a vu des pillages, des scènes inimaginables. Et ceux-là sont venus pour construire le pays et que la communauté internationale doit fermer les yeux et puis laisser faire. Au nom de quoi? Est-ce que vous avez confiance à la communauté internationale aujourd'hui? Très honnêtement, Monsieur le Président, je veux dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la position de faire vraiment de la langue de bois. Est-ce que vous avez confiance en cette communauté internationale, à vos pairs déjà de la sous-région, à l'Union africaine, à l'ONU? Pourquoi ne pas avoir confiance en eux? Puisque c'est leur rôle. C'est une institution internationale chargée de gérer les crises qui se posent par-ci, par-là. S'ils ne le font pas, leur conscience, ils auront quelque chose dans leur conscience. S'ils entretiennent l'anarchie, le désordre à travers le monde, nous vivrons les faits. Mais je crois que qu'il s'agisse de l'ONU, qu'il s'agisse de l'Union africaine, ils ont réussi quand même à résoudre des problèmes à travers le monde, à travers l'Afrique. Qu'ils le fassent pour la République centrafricaine. Ce pays qui a trop souffert, qui a connu beaucoup d'événements au cours de ces 2 dernières décennies, il est temps de le ressaisir. Ils l'ont fait. Nous étions sur le point de décoller. Malheureusement, l'événement de Séléka a tout remis en cause. Et qu'il faut accepter cela. Au nom de quoi? Alors, je voudrais qu'on s'arrête aussi sur un pays qui a été beaucoup cité comme étant le pays qui a voulu vous protéger jusqu'au bout, c'est l'Afrique du Sud, qui, comme vous le savez, a perdu des hommes pendant cette fameuse attaque de Bangui. Quelle était la nature de cet accord avec l'Afrique du Sud? Vous savez que le président Jacob Zuma, par exemple, a eu maille à partie et continue à avoir maille à partie avec l'opinion sud-africaine parce qu'on lui reproche de vous avoir soutenu jusqu'au bout. C'était quoi le deal avec l'Afrique du Sud? Non. Tout État a des relations avec un autre État, des relations d'État à État. Et à partir de là, il y a des documents que nous signons, des accords que nous signons. Pour le cas de la République sud-africaine, nous avons des accords de coopération. Ils forment les militaires chez nous, ils font bien d'activités. Mais il y avait des militaires sud-africains qui étaient là l'accord de pour vous défendre. L'accord de coopération. Et ensuite, nous avons aussi signé un accord de défense. C'est le seul pays avec lequel nous avions signé des accords de défense. C'est avec l'Afrique du Sud. L'accord de défense signifie lorsque nous sommes agressés, ils peuvent venir en notre aide. Et c'est ça. Et c'est dans ce cadre que les forces sud-africaines se trouvent en République centrafricaine et ils exercent ces activités depuis bientôt 5 ans en République centrafricaine. Mais on vous a reproché justement de ne les avoir pas fait partir, comme convenu à Libreville. Non, à Libreville, il a été dit noir sur blanc que le cas de l'Afrique du Sud sera résolu lorsque les conditions sécuritaires seront garanties. Voilà, c'est ce qui a été dit dans les documents de Libreville. Je profite de l'occasion, puisque je ne l'ai pas fait, c'est d'adresser mes condoléances au peuple sud-africain, au gouvernement sud-africain, au président Zuma pour ses vaillants
soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur pour défendre la liberté, la démocratie, le droit de l'homme dans un pays qui n'est pas le leur et dans le cadre des accords que nous avions signés ensemble. D'accord. Parlons à présent un peu de la situation actuelle. Comme vous le savez, Michel Djokodia s'est proclamé président. C'est le nouvel homme fort de Bangui. Il a décidé de suspendre la Constitution. Il décide de légiférer par ordonnance pour les 3 années à venir. Et une chose qu'il peut aussi considérer comme une surprise, c'est le maintien au poste de Premier ministre de Nicolas Tsangaï. Est-ce que vous avez été surpris, premièrement, qu'il accepte de rester à ce poste-là? Il a été désigné, c'est à lui de se prononcer. C'est un Centrafricain qui a été désigné. Vous le connaissez depuis, il est dans la vie politique depuis des années. Il a même été votre avocat à un moment donné. Exactement. Donc vous le connaissez très bien. Est-ce que l'homme Tsangaï vous a surpris en acceptant d'être le Premier ministre d'un régime qui s'est imposé par la force? C'est une question qu'il faudrait lui poser. Lui qui a toujours défendu la démocratie, le droit de l'homme. Il a été contre même les coups d'État. Il fait partie de l'opposition démocratique. Il a accepté cela. Qu'est-ce que vous voulez? Toujours est-il que, suite aux accords de Libreville, il a été mon Premier ministre. Nous avions travaillé ensemble pendant presque 2 mois, si je ne me trompe Justement. pas. Donc, c'est le prolongement, il a accepté. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Voilà. Alors un mot sur Michel Djokodia, un mot sur ces 2 semaines d'homme fort, de président, ses premières sorties, ses premières décisions. Moi je suis à l'extérieur. Comment voulez-vous que je puisse dire quelque chose sur ce que je ne maîtrise pas correctement? Mais vous l'avez bien écouté, par exemple le fait qu'il décide... C'est le peuple qui va le juger. La situation n'est pas aussi facile que vous le croyez. Je l'ai exercé pendant 10 ans. Je sais de quoi il s'agit. Le peuple le jugera. Ils sont au pied du mur. Nous verrons ce qu'ils feront d'extraordinaire. Mais lorsqu'ils commencent l'exercice du pouvoir en pillant, en tuant, en violant, en saccageant, déjà la composition du gouvernement, est-ce qu'elle est représentative? Vous savez bien qu'il y a une partie de l'opposition qui a refusé de faire partie de Il est temps de corriger toutes ces choses, sinon c'est remettre le pays dans une situation qu'on ne pourra plus maîtriser par la suite. Il est temps que le sommet de N'Djamena prenne une décision qui convienne à la circonstance avant qu'il ne soit trop tard. Sinon ce serait une catastrophe humanitaire et bien d'autres catastrophes politiques et autres. Voilà. Ce serait quoi la bonne décision venant de N'Djamena? Le retour à la légalité constitutionnelle, exiger toutes sortes de pressions pour que cela ait lieu. Ce qui veut dire votre retour au pouvoir en tant que président? Il y a le retour au pouvoir, rien ne m'empêche, ce n'est pas mon peuple qui m'a chassé, qui m'a reproché quoi que ce soit. J'ai exercé mes fonctions dans de bonnes conditions jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Retour au pouvoir, s'ils veulent, s'il y a une solution simple, c'est d'aller rapidement aux élections. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Oui. Exact. Prendre toutes les dispositions sécuritaires dans les 6 mois, on va aux élections, on verra qui va gagner. Si vraiment les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de fraude et tout. Nous connaîtrons la vérité dans ce cas. Alors, vous savez qu'on vous soupçonnait aussi de ne pas vouloir lâcher le pouvoir au terme de votre mandat. On a entendu certains gens de la Séléka dire que c'est la raison pour laquelle ils ne voulaient même pas attendre les 3 ans parce que de toute façon, ils indiquaient que vous preniez des dispositions pour vous maintenir au pouvoir. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Est-ce que vous aviez l'intention de continuer? Merci de me poser cette question. Le fond du problème est le suivant. En Centrafrique, personne ne pourra me battre. Même si aujourd'hui on passait aux élections, personne ne pourra me battre. Et c'est ce que l'opposition a monté pour faire croire que, voilà, je voudrais me maintenir et autres et tout. Non. Est-ce qu'il y a un écrit en ce sens? Non. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec du recul, parce que
on sait souvent qu'il y a des actes. On vous reproche par exemple d'avoir mis un de vos fils au ministère de la Défense. C'est souvent des indications qui laissent croire qu'on n'est pas prêt de partir. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire que si vous étiez resté jusqu'à terme, vous ne serez plus candidat Non, je suis le seul à respecter la constitution de la République centrafricaine. Rappelez-vous, et lors des dernières élections, nous étions contraints, sous la pression de l'opposition, de modifier la Constitution pour permettre les élections plus tard. Et c'est l'opposition qui nous a amenés à cela. Je suis le seul à respecter la Constitution de la République centrafricaine. Et j'en suis fier. Mais on m'accuse de tous les mots, on monte toutes sortes de scénarios. Ça fait partie du jeu politique, du jeu politicien, tout simplement. Mais il n'y a aucune précision, une note, une déclaration au cours de laquelle j'ai dû dire ceci, cela, non, tout est montage. Alors, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre pays? Parce qu'on essayait, quand on préparait cet entretien, de fouiner un peu, mais on se rend compte que c'est un pays qui a brillé toujours par une forme d'instabilité, de coup d'État en coup d'État. On croyait avoir terminé avec ça, parce que vous êtes arrivé en 2003 et vous avez été réélu à 2 reprises, 2005 et 2011, mais 2013, on revient avec des coups d'État. Oui. Est-ce que vous croyez qu'on est sorti totalement de la voie démocratique en République centrafricaine et que l'alternance ne se fera que par la force? Il y a les interférences extérieures et il y a les convoitises. Le pays est un pays riche. L'inconvénient de ce pays, c'est de n'avoir pas l'accès à la mer. En dehors de cela, c'est un pays qui devrait normalement fonctionner normalement. Mais malheureusement, si pour le cas actuel, nous laissons faire, effectivement, je reste inquiet pour mon pays. Un mot, Monsieur le Président, sur la France, sur le rôle de la France par rapport à tout ce qui s'est passé à Bangui. Donc, vous savez, lorsque les événements sont produits, il y a eu une déclaration claire du président de la République française. À partir de là, nous n'avons pas voulu déranger et nous sommes débrouillés avec les moyens de... Mais il s'est dit que la France ne voulait plus de vous. Il paraît que vous ne garantissiez plus leurs intérêts. Parce que autant en 2003, on a eu l'impression que la France vous a pratiquement porté au pouvoir, autant cette fois-ci, on a l'impression qu'ils n'ont rien fait pour que vous restiez, ou qu'ils ont même plutôt travaillé pour que vous partiez. Parce que semble-t-il, avec le pétrole à Birao, avec l'uranium que l'on sait, avait aussi, dit-on, l'intérêt des Sud-Africains pour l'uranium, la France a senti que vous n'étiez plus le meilleur garant de leurs intérêts et qu'il fallait vous faire partir. Quel est l'intérêt de la France que j'ai bafoué? Nous avons de bons rapports avec l'ambassadeur de France. Quel est l'intérêt de la France que j'ai bafoué? L'uranium, c'est bien la France, Areva, oui, qui devrait l'exploiter. Apparemment, les Sud-Africains s'y intéressaient aussi. Non, c'était les Sud-Africains qui l'avaient au départ et ensuite nous l'avons remis à Areva. Et l'Afrique du Sud semblait vouloir revenir sur... Non. L'Afrique du Sud ne se mêle pas, ne s'est pas mêlée du problème minier en Centrafrique pour le moment. Voilà. Donc vous n'avez aucun reproche à faire à la France, notamment au président Hollande, par rapport à son attitude. On est habitué à la France qui dit défendre la démocratie, qui dit défendre les droits de l'homme. Ouais. Le contexte change tous les mois, tous les années en fonction des régimes. C'est la politique qu'il a prônée. C'est une décision souveraine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? C'est ça. Si aujourd'hui il a décidé venir au secours du Mali et qu'en Centrafrique, il n'a pas voulu le faire, c'est une décision souveraine. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire, moi? Il l'a fait pour la République centrafricaine à une certaine période. C'était à l'époque du président Jacques Chirac. L'armée française a intervenu pour nous aider à recouvrir notre territoire à un certain moment. Si aujourd'hui c'est une autre décision, c'est une décision souveraine, on n'y peut rien. C'est ça. Alors, on ne peut pas accuser la France de n'avoir pas fait ceci, cela, mais cependant la France est sur place. C'est elle qui soutient en logistique la Mycopax, c'est déjà quelque chose.
Alors, Monsieur le Président, on va sortir de cet entretien, il nous reste moins de 5 minutes. La question que j'aimerais vous poser, c'est celle de votre avenir personnel, et immédiatement. Ça veut dire que si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez en N'Djamena, ça veut dire que vous ne retournez pas au pouvoir, qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a des gens qui estiment qu'on peut vous retrouver à la tête également d'une rébellion. Est-ce que vous pouvez reprendre les armes pour reprendre ce qui vous a été volé? Laissez le temps faire son temps et nous verrons ce qui pourra se produire. Ça veut dire que vous n'excluez pas cette hypothèse? C'est Dieu qui règle tout sur cette terre. Nous les humains, nous avons des visions obtuses en fonction de notre connaissance, mais que cette connaissance n'est pas la même que celle de Dieu. Mais nous sommes fiers d'avoir servi notre pays honnêtement. Et si aujourd'hui c'est la situation que nous connaissons, nous les laissons à Dieu qui règle tout à travers le monde. D'accord, je repose un peu ma question de manière différente. Est-ce qu'on va vous revoir en politique en Centrafrique d'une manière ou d'une autre? Mais je dis bien que je ne peux pas prévoir l'avenir, c'est Dieu qui prévoit l'avenir. C'est ça. Je laisse tout à Dieu. Alors, on vous sent très apaisé, et je dois rappeler que vous êtes pasteur. Est-ce que c'est justement ce côté spirituel de l'homme qui vous a permis de gérer une situation aussi grave avec autant de recul et autant de calme? Parce qu'on a été surpris de voir la chaleur avec laquelle vous nous avez accueillis, la manière dont l'interview se mêle. On vous sent plutôt un peu serein pour quelqu'un qui traverse ce qu'on peut appeler des moments extrêmement difficiles. Oui, c'est ça. Une autorité dont je n'aimerais pas citer le nom, parler comme vous venez de le dire, c'est parce qu'effectivement je fais confiance en Dieu. Et la situation est difficile pour ceux qui sont là. Ça, ils ne vont pas s'en sortir. C'est ça. Le temps est là pour voir ce qui va se passer. C'est ça. Alors, Monsieur le Président, on vous laisse le dernier mot pour peut-être parler à vos compatriotes centrafricains qui nous regardent sur Vox Africa et à tous les Africains qui justement ont suivi, c'est la grande actualité depuis 3 semaines en Afrique, un mot pour tous ceux-là qui vous regardent de la Centrafrique et même de l'extérieur. Surtout pour les frères sud-africains. Centrafricains beaucoup. Sud-africains. Oui, oui. Je renouvelle mes condoléances puisque s'il y a eu des morts, des blessés, c'est pour défendre la République centrafricaine, le peuple centrafricain, pour défendre la liberté, la démocratie, les institutions, les droits de l'homme. Bon, pour les Centrafricains, ils m'ont vu au travail. Ils me connaissent. Ce qui se passe actuellement, ils sauront faire la différence. Je leur laisse le soin de juger et prendre les décisions qui conviennent pour que cela cesse. Car il n'appartient pas à moi seul de le faire, je ne peux le faire qu'avec le peuple centrafricain tout entier. Je ne suis qu'un serviteur, mais ce serviteur ne peut agir qu'en communion avec le peuple qu'il sert. C'est une situation difficile, il faut la supporter, il faut l'endurer, il faut être courageux pour pouvoir renverser cette situation. Et nous ne pourrions pas accepter de laisser le pays à des bandits. Si c'était des gens sérieux, je pourrais les apprécier. Ils me connaissent dans ma franchise. Mais le cas qui se passe pour la République centrafricaine, à l'intérieur comme dans la capitale, où tout a été pillé, saccagé, l'administration, les ONG, les quelques ambassades, l'armée et autres tout, c'est un dessus-dessous et on ne sait pas comment ils vont construire ce pays. Nous leur souhaitons bonne chance, Dieu seul jugera. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Madame, Monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement sur Vox Africa pour un autre entretien. Bonsoir à tous.